Madame, monsieur, bonsoir. Il est 19 h. Voici les titres de votre journal. Le 8e sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'est achevé à Brazzaville. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad avait représenté le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Nous revenons dans ce journal sur le communiqué final qui a sanctionné les travaux de ce sommet. Le dossier de ce 19 h nous conduit au plus près des start-up algériennes. Nous vous proposons un reportage sur le concours national ELIP. 4 start-up innovantes ont été distinguées. Les autres sont déterminées, vous allez le voir, à poursuivre l'aventure. CEAL modernise ses services. L'entreprise lance une application mobile pour communiquer directement avec ses clients. Elle promet également de publier régulièrement les résultats d'analyse sur la qualité de l'eau de robinet. Les détails dans ce journal. Et puis un peu de douceur, à la fin de ce journal, nous vous proposons de visiter le salon de chocolat et de café. Choukaf à l'honneur, le métier de maître chocolatier. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par le 8e sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, tenu à Brazzaville. Le communiqué final de ce sommet réaffirme l'attachement à l'intégrité territoriale de la Libye, à son unité nationale et à son indépendance. Le comité a pris note de l'offre de l'Algérie d'organiser le forum de réconciliation nationale pour rapprocher les différentes positions. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad avait représenté le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Les détails avec Mounana Walhamdi. Le comité de haut niveau de l'Union africaine réaffirme sa solidarité avec le peuple libyen, son ferme attachement à l'intégrité territoriale du pays, à son unité nationale et à son indépendance. Le comité a pris note de l'offre de l'Algérie d'organiser le forum de réconciliation nationale et de rapprocher les différentes vues. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, représentant du président de la République aux travaux du sommet, a mis en avant la neutralité de l'Algérie face à la crise libyenne et a réitéré sa disponibilité à abriter toute réunion interlibyenne visant à trouver une solution à la crise et jeter les bases d'un nouvel État stable. Le forum de réconciliation nationale interlibyen inclusif, prévu de se tenir en coordination avec les Nations Unies, devra proposer une période de transition, présenter l'avant-projet de constitution et suggérer la date du référendum constitutionnel et la date des élections présidentielles et législatives. Le comité s'est engagé également en faveur du dialogue politique libyen en rappelant l'urgence d'un dialogue inclusif réunissant toutes les parties libyennes pour promouvoir la cessation du conflit et la recherche d'une solution libyenne à la crise, prenant en considération les intérêts supérieurs du peuple libyen. Le comité a également condamné la poursuite des interférences extérieures en Libye et a renouvelé son appel à tous les acteurs extérieurs pour qu'ils cessent toute ingérence dans les affaires intérieures de la Libye, notamment la livraison d'armes et le recrutement de mercenaires. Et on apprend que le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bladhan, participera demain au Caire à la réunion urgente des ministres arabes des Affaires étrangères consacrée à l'examen des développements de la question palestinienne suite à l'annonce de ce qui a été appelé du deal du siècle, indiqué vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lors de cette réunion, le ministre algérien réaffirmera la ferme position de l'Algérie quant au soutien absolu et inconditionnel du peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes, irrévocables et à l'établissement de son État indépendant et souverain avec El-Quds pour capitale. On vous parle régulièrement dans ce journal des start-up algériennes innovantes. La finale ELIP s'est tenue hier soir à Alger, une finale qui a primé 3 start-up innovantes. Pour les start-up qui n'ont pas eu de prix, vous allez le voir, l'aventure entrepreneuriale ne fait que commencer. Ils affichent une véritable détermination de faire de leur start-up un véritable levier économique pour le pays. Walid Yousfi, reportage. C'est une cérémonie qui vient couronner 2 années de formation et de coaching à travers 23 wilayas du pays. Des objectifs atteints et même dépassés. La preuve, 25 startups ont été créées, mais pas que.
ELIP, Entrepreneurship Leadership Innovation Programme, qui a formé 1900 jeunes et qui a incité 250 startups qui sont dans le pipe. Nous avons pu aider 26 entreprises à être créées avec registre de commerce. 80 sont aussi en cours. Et ce qui est à retenir, c'est que beaucoup de jeunes ont breveté, mais pas breveté pour mettre des brevets dans le tiroir, breveté pour vraiment créer des startups à faire potentiel et technologique. Avant le lancement de la compétition, les startups présentent leurs projets aux visiteurs. Des projets innovants qui souhaitent révolutionner des secteurs comme le tourisme ou encore la livraison à domicile. Aizen, c'est un générateur de plateforme dynamique pour agences de voyage qui vient lui apporter une fluidité en gestion et qui est là aussi pour apporter du confort à la réservation des clients. Telwa Company, c'est une start-up qui travaille dans la revalorisation du marc de café. On a pensé à revaloriser et à retransformer cette matière-là afin de produire des produits 100% naturels comme des savons, on a des savons, des pots de fleurs. Healthy food, c'est pour les gens sportifs qui n'aiment pas trop les pizzas, les fast-food et les snacks. Alors on prépare des repas sains. Pour accompagner ces startups et faciliter leur développement, le gouvernement promet de mettre les bouchées doubles. Les startups qui sont en train de se développer depuis quelques années, qui rencontraient des difficultés, notamment en matière de financement, etc. Le fait qu'il y ait un ministère qui est dédié à ces startups-là, je suis convaincue qu'il va y avoir déjà l'aspect réglementation, réglementé, le Startup Act, tel que ça se passe un peu partout dans le monde. Et aussi en matière de financement, il y a déjà les ministres concernés sont en train de faire ce travail là dans le cadre de leur plan d'action qui va passer bientôt au niveau du Conseil du gouvernement, Conseil des ministres, puis au niveau de l'APN. Aussi, la décision du gouvernement de la mise en œuvre de l'agence du numérique, normalement, Inch'Allah, avant juillet. Même si le projet ELIP arrive à terme, l'aventure entrepreneuriale ne fait que commencer pour des centaines de jeunes. Une volonté à la hauteur des ambitions de ces start-upers. Maintenant, je pense que l'État, elle favorise la création d'un nouveau modèle économique et c'est la création de la richesse, c'est la multiplication de création de richesse. Je vais vous dire un petit aperçu de mon expérience, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de son hibernation. Et chercher derrière les initiatives, enfin prendre l'initiative et chercher derrière les opportunités afin de créer, d'innover. Et cela peut vraiment nous catapulter vers le haut. Non seulement pour un apport personnel, et c'est aussi pour l'apport du pays. Voilà pour ce concours et ces témoignages. Et puis sachez que le premier prix a été raflé par la start-up Smart Farm de Tizi Ouzou. CEAL mise sur les nouvelles technologies pour contrôler la qualité de l'eau et pour communiquer avec ses clients. Une application mobile Wakalati est lancée. L'agence promet désormais d'afficher régulièrement la qualité de l'eau de robinet. Les clients apprécient cette transparence. CEAL parle quant à elle d'une amélioration certaine du service public. Nasserine Ben Saïdi, reportage. Désormais, les clients de l'entreprise CEAL peuvent se renseigner et de manière régulière sur la qualité de l'eau du robinet et de ses composants. Une approche ouverte et transparente qui vise à améliorer la qualité du service public. Inch'Allah, la qualité s'améliore, oui. Au moins, parce que c'est trop, d'aller fardo, bzaf. Il faut تنحي ميلونجير par exemple, تنحي الصبايا تاع اختي احكمي حاجه بيضاء اخطيها تشوفي لا عجب. C'est une nouveauté au niveau de CEAL, c'est-à-dire chaque 3 mois, on fait un affichage de tous les paramètres physico-chimiques, bien sûr, au niveau des réseaux sociaux et au niveau des agences de CEAL. On met les paramètres et les résultats Tawana. Et en bas, on fait une petite conclusion pour dire que l'eau, elle est de bonne qualité ou elle est de mauvaise qualité. Donc il peut lire déjà la phrase, même s'il ne sait pas lire tous les paramètres, parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme les analyses du sang. Vous avez les normes et vous avez vos résultats. Ces analyses se font au niveau du laboratoire de Sidi Ammar à Tipaza. Ici, 51 000 mètres cubes d'eau sont traités quotidiennement. L'eau prélevée est soumise à un contrôle rigoureux. Nous faisons l'équivalent de 500 analyses par jour, min bayneha le turbidité, le chlore. Tout ce qui est chlore, turbidité, nous sommes à 99%
conforme. Concernant la bactériologie, on est à 100% conforme. Ces analyses, on les fait pour assurer la bonne qualité de l'eau. Donc il y a les paramètres physico-chimiques, les métaux lourds, les paramètres indésirables et la bactério, et les paramètres bactériologiques. Ces analyses, on les fait ici, et il y a d'autres analyses qui se font au niveau du laboratoire central, qui est un laboratoire certifié ISO et accrédité 17025. Donc, une fuite, c'est ça, ou les regards bouchés? Si toutefois une anomalie est détectée, les consommateurs peuvent à n'importe quel moment la signaler au niveau du centre de supervision et de gestion des interventions. Les clients réclament sur la qualité, sur par exemple la couleur. Et la réclamation, c'est dû à l'intervention de CEAL. Parce qu'après juste une intervention, donc l'eau arrive un peu colorée en rouge, etc. Voilà. Donc souvent la réclamation, donc le service concerné, il contacte le client pour soi-disant fiabiliser la réclamation. Donc il pose quelques questions. Donc depuis quand? Est-ce que votre voisin? Est-ce que vous disposez d'une citerne? Donc c'est des questions orientées pour à la fois exactement pour cibler et rendre. Donc si ça génère une intervention, donc il y a une équipe censée d'intervenir, donc ils interviennent en urgence et traitent l'anomalie. Et afin de se rapprocher davantage de ses clients, l'entreprise CEAL a mis en place une application Wakelati ou Mon Agence. Cette dernière permet d'obtenir des informations sur d'éventuelles coupures d'eau ainsi que pour signaler des fuites, et ce en un seul clic. Nous vous parlons dans ce journal de la nouvelle stratégie du gouvernement pour développer l'agriculture saharienne. Un objectif ambitieux qui nécessite entre autres la mise en place d'un institut national de l'agriculture saharienne. Faciliter l'accès au foncier, alléger les procédures administratives, des promesses du ministère de l'Agriculture, nous dit Adel Bouhamis. Les pouvoirs publics semblent décidés plus que jamais à aller vers une économie diversifiée afin de diminuer la facture des importations, notamment celle des produits agroalimentaires. Un objectif auquel l'agriculture en général et l'agriculture saharienne en particulier peuvent largement contribuer. Nous pensons que le Sahara est capable de nous aider à réduire la facture des importations en nous aidant à combler les déficits que l'on a en matière de céréales, en matière de lait, mais peut-être certainement aussi en matière de production d'huile alimentaire. Il suffit de se réorganiser autrement, d'être plus efficace, de se débarrasser d'une bureaucratie étouffante souvent et de mieux travailler avec les partenaires sur le terrain. 6 commissions du secteur agricole viennent d'être installées. Parmi elles, celle chargée de mettre en place un institut national de l'agriculture saharienne, une autre chargée du suivi de la filière lait et celle du foncier agricole. Des commissions qui ne peuvent être efficaces sans un accompagnement réel par des mesures concrètes. Faciliter la mise en place des investissements, faciliter l'accès au foncier, bien sûr, sur la base des assainissements qui ont été faits jusqu'à ce jour. Il y a une question d'énergie aussi, on doit donner des éléments de réponse pour aller rapidement dans l'utilisation de l'énergie renouvelable. Il y a la question d'eau pour assurer la durabilité et des systèmes intelligents. On a parlé de la modernisation de l'agriculture pour mobiliser l'agriculture de précision et mettre en place tous les éléments de modernisation de cette agriculture. Des démarches à même de promouvoir le produit national et de développer la production de matières premières au profit de l'industrie nationale de transformation pour répondre aux besoins du marché national dans un premier temps avant d'aller vers la conquête du marché international. Et pour transporter leur production, ces agriculteurs auront besoin de moyens de transport rapides et sûrs. Dans ce journal, on vous parle du projet de la ligne ferroviaire qui doit relier El Bayed à Meshria. Le projet n'a toujours pas vu le jour. Le maître d'ouvrage évoque les aléas climatiques. Les pouvoirs publics promettent désormais un suivi permanent et les habitants de la région ne cachent plus leur impatience. Jazia Bayou. Les travaux de la ligne ferroviaire d'El Bayed à Meshria ont été lancés en 2012. Cette ligne de 135 km devait être réceptionnée en 2017. Seulement, le projet enregistre un important retard. La nature semi-aride de la région, la non-disponibilité des matériaux de construction spécifiques pour la réalisation d'un tel projet, les problèmes géologiques, les inondations, les vents de sable et bien d'autres facteurs.
Tous ces problèmes sont à l'origine du retard de ce projet qui a été confié au gré à gré à l'entreprise Infrafer. Le taux de réalisation de ce projet n'ayant pas atteint les 60%, l'entreprise tente à présent de multiplier ses efforts pour finaliser les travaux avant la fin du premier trimestre de l'année en cours. إنجاز un plan d'action et un planning لكي نسترجع أو pour récupérer le retard. Nous avons mis en place un plan d'action qui va permettre de rattraper le retard enregistré. Les entreprises en charge de la réalisation de ce projet devront ainsi multiplier leurs efforts et renforcer les moyens humains et matériels pour finaliser ce projet dans les plus brefs délais. Ce projet, aux retombées économiques importantes, est attendu avec impatience par la majorité des habitants de la région. Cette ligne ferroviaire ne peut être que bénéfique pour nous. Elle pourra résoudre beaucoup de problèmes car elle sera un moyen de rapprochement très important. Ce projet est très attendu par de nombreux habitants des wilayas limitrophes et pas uniquement ceux de Meshria et El Beyad. Les mesures qui ont été prises concernent le suivi permanent du projet et l'accompagnement des entreprises de réalisation afin d'assurer la réception du projet dans les plus proches délais. Une fois le projet finalisé, la ligne ferroviaire Meshria-El Beyad sera d'un grand apport pour tous les habitants de cette région. Dans l'actualité de ce vendredi, le président sahraoui Brahim Ghali a déclaré dans une interview accordée au quotidien italien Il Manifesto que le peuple sahraoui a perdu confiance dans les Nations Unies parce qu'elles n'ont pas fait preuve de suffisamment de fermeté face à l'occupant marocain, affirmant que les Sahraouis utiliseront tous les moyens légitimes pour parvenir à l'autodétermination. Pour information, l'île Maurice s'est retirée de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal qu'organise le Maroc dans la ville sahraoui occupée de l'Aïoun. Toujours à l'étranger, le gouvernement chinois attache une grande importance à la prévention et au contrôle de la pneumonie causée par le coronavirus et a pris des mesures les plus vigoureuses pour contrer l'épidémie. Alors que certains pays ont affirmé ou ont fermé leurs frontières avec la Chine, l'OMS avertit que cette fermeture ou ces fermetures des frontières avec la Chine seraient contre-productifs. Voici le récit de Flabras. La Chine est confiante et capable de gagner la lutte contre l'épidémie causée par le coronavirus, a déclaré ce vendredi la Commission nationale de la santé. Cette dernière souhaite que la communauté internationale comprenne et soutienne ses efforts et qu'elle joigne ses efforts à ceux de la Chine pour contenir l'épidémie et maintenir la sécurité sanitaire mondiale selon les propositions du règlement sanitaire international et de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a reconnu l'épidémie du nouveau coronavirus comme une urgence de santé publique de portée internationale et par la voix de son directeur a par ailleurs désapprouvé l'imposition des restrictions de voyage et de commerce à la Chine. Lors d'un point de presse tenu ce vendredi à Genève, l'OMS a averti que la fermeture des frontières avec la Chine, foyer du nouveau coronavirus, serait contre-productif, car cela risque de pousser les personnes à voyager illégalement, favorisant la propagation de l'épidémie. Les restrictions au voyage et au commerce ne sont pas recommandées. Il semble peut-être logique de dire « nous voyons un danger venir ». Alors enfermons-nous plus. Mais comme l'ont montré d'autres situations, comme notamment avec Ebola, quand les gens veulent voyager, ils le font. Et si les frontières officielles ne sont pas ouvertes, ils trouveront d'autres points de passage informels. Alors que l'angoisse mondiale monte autour du virus qui a tué 213 personnes en Chine depuis son apparition fin décembre dans ce pays, la Russie, Singapour et la Mongolie ont annoncé la fermeture de leurs frontières aux voyageurs venant du géant asiatique afin de tenter de limiter la propagation de l'épidémie de pneumonie virale. Le nombre de patients contaminés approche 10 000 en Chine continentale. Si l'immense majorité des cas de contamination restent localisés en Chine,
Une centaine a également été déclarée dans près de 20 autres pays, y compris en Europe et en Amérique du Nord. Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé ce vendredi que 9 692 cas confirmés de pneumonie causée par le coronavirus ont été signalés dans 31 régions de rang provincial. À l'étranger, toujours au Royaume-Uni, après des années de déchirement, c'est le jour J pour la séparation historique. Pour la dernière fois, les Britanniques se sont réveillés ce vendredi en étant citoyens de l'Union européenne, une sortie qui marque le début d'une ère de renouveau et de changement pour le pays, a estimé le Premier ministre britannique Boris Johnson, se voulant rassembleur après 3 ans et demi de division sur le Brexit. Nous terminons ce journal avec une visite gourmande à la Safek Pain Maritime, déguster des œufs, du bon chocolat et sentir l'arôme du bon café. Il s'agit de la 4e édition de Choukaf. Choukaf qui se poursuit donc jusqu'à demain, nous dit Yasmine Messaouti. Dédiée exclusivement au chocolat et au café, la 4e édition du Salon international Choukaf réunit des fabricants locaux et internationaux, mais également des artisans. Un espace d'échange entre amateurs et professionnels. Un rendez-vous incontournable pour tous les gourmands qui ont l'occasion de découvrir le savoir-faire des artisans chocolatiers. Je suis l'organisateur du Salon international du chocolat et du café, le Choukaf. On est à la 4e édition. Dans le chocolat, on a des producteurs locaux. On a des sociétés qui exposent aussi avec de la matière première de la pâtisserie. On a des exposants qui sont dans l'équipement et des sociétés qui sont dans l'emballage. Donc on trouve le process complet dans notre salon. C'est des chocolats maison. Mon objectif, surtout, c'est transmettre notre savoir-faire et nos chocolats artisanaux à la nouvelle génération. Notre recette, c'est une recette belge qui est fabriquée ici en Algérie. La première matière tana, c'est de Belgique et notre labo, il est situé à Azaba. Les mordus du chocolat n'ont pas raté cette occasion. Ils sont venus découvrir les subtilités des produits exposés et apprécier leurs différentes saveurs. J'adore le chocolat et il y avait de différents produits qui étaient présents au salon cette année, surtout les produits algériens. Le salon, je trouve qu'il est réussi. Il y a beaucoup de produits locaux, il y a beaucoup de nouveautés. On encourage les gens à venir visiter. Voilà, on n'est pas déçus. Voilà, il y a des produits algériens d'excellente qualité. De nombreuses animations, ateliers, démonstrations, autant de raisons pour faire un tour dans ces allées. Pour mettre la main à la pâte, le salon propose aux petits chefs des ateliers et des concours de pâtisserie. Voilà, c'était la dernière information dans ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le 8e sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye s'est achevé à Brazzaville. Le Premier ministre Abdelaziz Jadad avait représenté le président de la République Abdelmajid Tebboune. Dans ce journal, nous avons suivi le communiqué final qui a sanctionné les travaux de ce sommet. Le dossier de ce 19h nous a conduit au plus près des startups algériennes. Nous avons découvert donc un reportage sur les concours où le concours national est libre. 4 startups innovantes ont été distinguées. Les autres sont déterminées à poursuivre l'aventure. CEAL modernise ses services. L'entreprise lance une application mobile pour communiquer directement avec ses clients. Elle promet également de publier régulièrement les résultats d'analyse sur la qualité de l'eau de robinet. Et nous avons suivi à la fin de ce journal une visite du salon de chocolat et de café, Choukaf, à l'honneur, le métier de maître chocolatier. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Demain, midi, vous retrouvez Amina Zahou. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Belle soirée à tous.